Je traite des questions d'hospitalisation sous contrainte, de la défense des personnes hospitalisées sous contrainte depuis le début des années 2000, à l'occasion comme ça arrive souvent, d'un premier dossier et puis d'autres dossiers qui sont venus au cabinet et pour lesquels je me suis attaché à défendre les droits des personnes hospitalisées. Les différents cas d'hospitalisation sous contrainte dans le régime légal français sont essentiellement l'hospitalisation qu'on appelle soins sur demande d'un tiers, c'est-à-dire qu'une personne malade ne souhaite pas se soigner et des proches vont demander que cette personne soit hospitalisée. L'autre cas d'hospitalisation sous contrainte, c'est l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État, ce qui était autrefois l'hospitalisation d'office, c'est-à-dire celle qui concerne les personnes dont les troubles psychiatriques les rendent dangereuses pour la sécurité publique ou qui leur font troubler gravement l'ordre public. Ça, ce sont les deux grands types d'hospitalisation sous contrainte en France. A été créé par la loi du 5 juillet 2011 un nouveau cas d'hospitalisation qui est le soin en cas de péril imminent, c'est-à-dire qu'on serait plutôt dans l'hypothèse de soins sur demande d'un tiers, mais on ne trouve pas de proches, de membres de la famille. Ça peut concerner notamment le fait de personnes totalement isolées ou totalement marginales. C'est-à-dire que si on trouve quelqu'un sur la voie publique qui n'a ni famille, ni toit, ni relation, la loi du 5 juillet 2011 va permettre de prendre une mesure à son égard. Il est difficile d'établir une typologie de la personne hospitalisée sous contrainte. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'hospitalisation sous contrainte peut concerner une variété extrêmement importante de personnes et que ces personnes soient ou non euh, insérées socialement. Vous avez des chefs d'entreprise, des professions libérales, des cadres, et à l'autre bout de la chaîne, des personnes sans domicile fixe qui se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. La loi en matière d'hospitalisation sous contrainte a changé fondamentalement en 2011. C'est la loi du 5 juillet 2011 qui a apporté un certain nombre d'innovations importantes. Il faut savoir que cette loi, elle a été pour l'essentiel provoquée par des décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution de la Ve République le fait que des personnes puissent être hospitalisées, donc privées de leur liberté, sans qu'il y ait de contrôle systématique du juge. Dans le système antérieur, la loi de 1990 était une loi pour laquelle les hospitalisations sous contrainte étaient uniquement des mesures administratives. Il y avait un contrôle du juge judiciaire qui était possible, c'est-à-dire que la personne hospitalisée pouvait saisir le juge des libertés et de la détention, mais il n'y avait aucun contrôle systématique, ce qui fait que des gens pouvaient rester 2, 3, 4, 10, 15 ans hospitalisés, privés de leur liberté sans jamais voir un juge judiciaire. D'ailleurs, c'était en nombre le mode de privation de liberté le plus important, puisqu'il y avait en 2011 plus de personnes hospitalisées sous contrainte que par exemple de détenus en France. Premièrement, cette loi était nécessaire. Cette loi était nécessaire parce qu'avant avant le contrôle systématique par le juge judiciaire de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, qui est la principale innovation de cette loi, eh bien, vous aviez relativement peu de saisines des juges concernant ces hospitalisations, peut-être moins d'un millier par an. Aujourd'hui, vous avez par an 60 000 décisions à peu près qui sont rendues.
pour ces 60 000 hospitalisations, vous avez 5%, dans 5% des cas, à peu près 3 000 décisions de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. C'est-à-dire que dans un nombre significatif de cas, le juge dit stop, l'hospitalisation doit s'arrêter. Et en tout cas, cette mesure n'est pas adaptée à la situation. Donc déjà, ce contrôle était nécessaire parce que 3 000 cas de mainlevée d'hospitalisation, ça n'est pas rien. La deuxième constatation, c'est que dans un nombre significatif de cas, environ 10% des cas, l'hospitalisation est levée entre le moment où le juge est saisi et le moment où le juge va rendre sa décision. C'est-à-dire que ce sont des cas de non-lieu à statuer, ce qui nous fait dire que dans 15% des cas, soit l'hospitalisation est levée avant que le juge ne statue, soit l'hospitalisation est levée parce que le juge statue. Donc là, on est véritablement sur un nombre particulièrement significatif de cas. Si le principe de ce contrôle est nécessaire, aujourd'hui, le contrôle a certaines limites. Le contrôle a certaines limites pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'à mon sens, il faudrait qu'on systématise le lieu d'audience à l'hôpital dans l'emprise de l'établissement hospitalier parce que ça permettra d'abord et avant tout aux magistrats d'avoir une vision concrète de la mesure d'hospitalisation et pas simplement une vision livresque. Et ça permettra aussi aux juges d'avoir le contact systématique avec la personne hospitalisée, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui on use et parfois on abuse du système de visioconférence et puis parce que dans un certain nombre de cas, des établissements hospitaliers disent que les personnes ne sont pas transportables et ne peuvent pas être entendues. Là, si le juge se rend dans l'emprise de l'établissement hospitalier, il se fera de lui-même une opinion sur cette question. La deuxième limite, c'est qu'aujourd'hui, l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire. Elle devrait l'être parce que on a le sentiment parfois en tant qu'avocat qu'on peut éventuellement conseiller à des personnes de ne pas recourir à un avocat et que leur situation s'en trouvera améliorée. Moi, je crois qu'une bonne façon de résoudre ces difficultés possibles, c'est de rendre la présence de l'avocat obligatoire, et ce d'autant plus que les personnes hospitalisées sont des personnes en état de vulnérabilité, elles sont privées de leur liberté et en plus parfois soumises à des traitements qui les rendent difficilement intelligibles. Donc dans cette hypothèse, et ce qui est d'ailleurs le cas quand la personne ne peut pas être vue, je crois que le principe de l'assistance obligatoire par un avocat doit être instauré. Et puis troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de délai qui soit prévu entre la désignation de l'avocat et la tenue de l'audience. Il est évident que si on donne les éléments à un avocat 1 heure ou 2 heures avant l'audience, c'est une défense qui va être faite dans l'urgence, alors que l'urgence ne s'impose pas, puisqu'on saisit le juge plusieurs jours avant. Je crois que dès que le tribunal est saisi, dès que le juge est saisi, l'avocat doit être désigné. À ce moment-là, une défense pourra être organisée, tant sur la forme que sur le fond de la mesure. Le rôle du juge, le rôle de l'avocat, c'est-à-dire le rôle de l'institution judiciaire, n'est pas de se substituer aux psychiatres et aux soignants. Le tribunal n'est pas là pour soigner les gens. Il est là pour dire si oui ou non les critères qui sont prévus par la loi pour qu'une hospitalisation sous contrainte puisse se dérouler sont ou non remplis. C'est-à-dire pour des hospitalisations sur décision du préfet, que la personne soit dangereuse ou pas. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que la personne souffre de troubles, mais qu'en plus, ces troubles la rendent dangereuse. Ça, ce sont des critères que le juge peut contrôler et doit contrôler. En matière de soins sur demande d'un tiers, le critère essentiel est de savoir si la personne consent à se faire soigner ou pas.
une personne qui consent à se faire soigner alors qu'elle n'est pas dangereuse, eh bien, ne doit pas être maintenue en hospitalisation sous contrainte. Donc ça, ce sont les critères de la loi. Et le juge est là non pas pour soigner les gens, mais pour vérifier que la loi est respectée. Et si elle n'est pas respectée, eh bien, sanctionner ce non-respect en faisant prévaloir ce qui est sa mission, le droit à la liberté de la personne qui est retenue hospitalisée contre sa volonté. J'ai pu constater qu'un certain nombre d'hospitalisations avaient été faites dans des conditions tout à fait anormales. Je peux donner l'exemple d'une personne qui a été hospitalisée par le maire de sa commune après une altercation avec le fils de ce maire. Donc ça a été hospitalisé sous contrainte sur la foi d'un certificat établi par un médecin spécialisé en médecine du sport, puisqu'il exerçait au bas des pistes de ski. Donc moi je crois que là nous sommes face à un certain nombre de dangers, et puis nous avons souvent aussi des hospitalisations sous contrainte qui sont réalisées dans le cadre de conflits familiaux, que ce soit des conflits successoraux ou des conflits conjugaux. Eh bien nous avons des mesures d'hospitalisation qui ont allez, on ne va pas dire pour objet, mais nécessairement pour effet, et peut-être parfois pour objet, de discréditer la parole de la personne qui va être hospitalisée. Parce qu'aujourd'hui, l'hospitalisation sous contrainte, envoyer quelqu'un en hospitalisation sous contrainte en milieu psychiatrique, pour décrédibiliser quelqu'un, pour décrédibiliser sa parole, je crois qu'on atteint le sommet en matière judiciaire, puisque la parole de quelqu'un qui est hospitalisé est finalement peu prise en compte et sera toujours mise en doute. Dans un nombre de cas non isolés, des personnes peuvent se plaindre d'avoir des certificats médicaux rédigés par des personnes, des médecins, qu'elles n'ont pas le souvenir d'avoir vus. Et justement, une affaire vient d'être examinée par la Cour d'appel d'Orléans concernant une femme qui avait été, semble-t-il, victime de violences conjugales, dont les effets avaient été constatés par un médecin de famille. Et ce médecin de famille, sollicité par le conjoint de cette personne, qui était donc susceptible d'être l'auteur des violences conjugales, va rédiger des certificats médicaux attestant du trouble psychiatrique de la personne, sans avoir vu cette personne à la date à laquelle les certificats sont établis.